Quand dans ma jeunesse, j'entendis parler de la maison maudite, c'était parce que des gens y étaient morts en quantité anormale. C'était la raison, disait-on, qui avait fait déménager les propriétaires originaux 20 ans après l'avoir construite. C'était tout simplement malsain. Peut-être à cause de l'humidité, de ces moisissures qui proliféraient dans la cave et de cette odeur maladive générale, des courants d'air dans les couloirs ou bien de la qualité de l'eau qu'on y pompait. Personne n'avait jamais pour autant, dans la part la plus solide de la communauté, considéré la maison comme hantée, de quelque façon que ce soit. Les plus engagés disaient seulement que c'était une maison pas de chance et ne tentaient pas d'aller plus loin. Ce qui était au-delà de toute discussion, c'est qu'une proportion épouvantable de gens étaient morts ici, ou plus précisément étaient morts ici il y a longtemps, puisque malgré quelques tentatives au cours des 60 dernières années, la maison était restée inhabitée et il y avait été impossible de la louer. Dans mon enfance, la maison maudite était vide, avec ses arbres desséchés et ratatinés, et si vieux. Une herbe aussi louche qu'elle en était suspecte, et des ronces difformes à vous donner des cauchemars. Bonsoir, là on se retrouve en petite enquête, on est deux enquêteurs, donc je suis avec Alexis. On est dans une maison abandonnée qui a la particularité, il y a encore tout, enfin, tous les meubles ont disparu, tout a été détruit, mais on trouve encore des jouets, on trouve encore des objets plutôt intimes. Donc on n'a aucune information sur cette maison, on ne sait pas ce qui s'est passé. Normalement c'est plutôt intriguant, donc on va essayer de faire une enquête plutôt tranquille. On va essayer de la bienveillance. On va voir ce qui se passe dans cette maison. Ça se trouve, il ne se passe rien. C'est les aléas des enquêtes paranormales. Nous, les enfants, on s'était approprié l'endroit. Et je me souviens encore de mes terreurs de jeunesse. Pas seulement pour l'étrangeté morbide de cette végétation sinistre, mais pour l'atmosphère anormale et l'odeur de la maison délabrée dont nous poussions souvent la porte par simple coup du frisson. Les fenêtres étroites étaient souvent pour la plupart cassées, et l'air sans nom de la désolation restait accroché aux boiseries intérieures chancelantes, aux papiers peints en lambeaux, aux escaliers grinçants et au reste du mobilier brisé qu'on y trouvait. La poussière et les toiles d'araignée ajoutaient leur touche de frayeur. Et il aurait été courageux, certes, le gamin qui volontairement aurait osé monter à l'échelle vers le grenier. Vaste espace mansardé, éclairé seulement par la lueur d'une lucarne au bout du pignon, et rempli d'une masse de décombres tels des coffres, des chaises rouées qu'une suite infinie d'années aurait enseveli et orné pour en faire une forme monstrueuse et diabolique. Tu entends? Ouais. La voix d'un homme. Mais après tout, le grenier n'était pas le plus terrible endroit de la maison. C'était la cave, froide et humide, qui exerçait sur nous la plus forte répulsion. Il y avait aussi cette chose, plus subtile, que souvent nous pensions avoir détectée. Une chose très étrange, mais certainement la plus subjective. Je parle d'une sorte de nuage blanchâtre sur le sol poussiéreux. Une vague très variable de dépôts de moisis ou de salpêtre, dont parfois
nous trouvions la trace parmi les moisissures clairsemées devant la gigantesque cheminée qui servait de cuisine. Une fois, cela nous avait frappés. En un instant, tout cela ressemblait étrangement à une figure humaine qui aurait doublé de taille, ou encore que ce soit le cas général et que d'autres fois, il n'y avait pas de dépôt blanc. Entendu? Bah, j'étais pas sûr, mais j'ai cru que c'était une voiture ou... Non? Une fois adulte, je me prenais à visiter le lieu maudit avec une fréquence grandissante, étudiant la végétation malsaine du jardin, examinant les murs des fondations et scrutant chaque pouce carré du sol de terre de la cave. Je remis en état la serrure de la porte, préférant disposer d'un accès direct à l'extérieur plutôt que de passer par l'escalier noir, le vestibule et la porte de devant, ici où la morbidité menaçait plus épaissément. C'est bon? Ça repart. Notre veille dans la cave commença à 10 heures du soir, quand s'estompa la lumière du jour, et nous continuâmes à percevoir aucune promesse de développement pertinent. Une lueur faible et filtrée provenait des réverbères au dehors, assaillis par la pluie, et la faible fluorescence de ces détestables moisissures au-dedans laissait apparaître la pierre suintante des murs où toute trace de chaux avait disparu. Je m'étais étendu, à l'écart du fauteuil de mon oncle. Mon esprit, aussi alerte que mes sens, avait perçu qu'il se passait quelque chose d'inusuel et de grave, parce qu'automatiquement, je bondis et je me retournai. Et ce que je vis était pire encore, ce que je redoutais. Il y a des horreurs au-delà de l'horreur, et ce que je vis était un de ces noyaux, de toutes les hideurs que l'on puisse rêver, et que le cosmos accumule pour les déverser sur quelques malheureux ou quelques maudits. Comment vous vous appelez? On n'a pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dans ce vague mélange de jaune et de bleu, la forme de mon oncle avait commencé à se liquéfier d'une façon nauséabonde, dont l'essence écarte toute description, dans lequel de tels changements d'identité venaient traverser l'effacement de son visage que seule la folie aurait pu le concevoir. Il est à la fois un démon et une multitude, un ossuaire et un spectacle. Illuminé par le mélange de brouillard incertain, ce visage gélatineux assumait une douzaine, non, une centaine d'aspects. Combien de personnes? C'était effrayant, au-delà de toute conception. À la fin, avec un curieux mélange de visages d'enfants et de domestiques, oscillant à ras du sol moisi où une flaque verte graisseuse s'étalait. Il me semblait alors que ces visages mouvants se combattaient les uns les autres et s'efforçaient de former les contours correspondant à ceux du visage si aimable de mon oncle. Et vos enfants, ils s'appelaient comment? Je préférais penser qu'il vivait encore à ce moment-là, ou qu'il essayait de m'enjoindre de partir. Il me sembla que d'un hoquet à travers ma gorge desséchée, je lui lançai un adieu, tout en plongeant vers la rue, et qu'un mince ruisseau de graisse s'efforçait de me suivre, vers la porte jusqu'au trottoir ruisselant de pluie.